Du coup, tout d'abord, je suis très content de pouvoir présenter ici ce soir. Et ce, je dirais à deux titres, hein. Premièrement, parce que ce que je vais vous présenter sur les perceptions et les émotions, c'est un petit peu ma passion et mon travail. J'ai la chance d'avoir les deux à la fois. Et deuxièmement, parce que, comme l'a dit David tout à l'heure, on a tous les deux été les fondateurs de la DICT. Et donc, je suis très content de pouvoir présenter dans cette association. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter, mince, je me suis trompé. Aujourd'hui, je vais vous présenter euh, des, euh, des travaux, dont les miens, mais une thématique qui parle des liens entre les perceptions, les perceptions en particulier, la perception visuelle, vous allez voir, et les comportements émotionnels instinctifs. Alors j'aurais aimé mettre les émotions en général, mais c'était beaucoup trop vaste. Et l'idée, ça va être d'aller ensemble explorer les réseaux neuronaux de ces comportements émotionnels instinctifs qui sont, comme c'est indiqué ici, calibrés pour la survie, mais qui nous permettent, en fait, qui ont sûrement permis à nos ancêtres, que ce soit dans la phylogénie ou nos ancêtres humains, de mieux survivre, de mieux s'adapter au fil de l'évolution. Voilà, ça Puis-je c'est te pour le... signaler que actuellement, on voit le temps s'écouler sur ton écran. C'est pas normal, normalement, on Oui. voit... Et Vous voyez quel diapo là? les diapositives, diapositive 2 sur 51. Eh ben, vous êtes sur le mauvais écran. C'est un problème. Alors, C'était attendez deux toi. secondes. Problème technique. Voilà, c'est toujours un problème, les problèmes techniques. Je vais dire à mon truc d'essayer de... Alors, donnez-moi deux secondes, j'arrête le partage. Et je vais essayer. Je suis désolé pour ce problème technique. Tout à l'heure, ça marchait très bien quand on a fait la répétition. Surtout pour moi quand je vais faire le montage. On avait répété avant et ça marchait très bien et il n'y avait pas de problème technique du tout. Comment est-ce qu'on fait? Alors, je ne sais pas quel écran vous allez voir, du coup. On va écouter. On va faire comme ça. Ça va pas être génial, mais voilà. Ça va pas être génial pour moi parce que du coup, je ne sais pas où je vais et c'est toujours pénible de ne pas savoir sur quel écran on est. Je relance. Alors, du coup, j'arrive pas à enlever les trucs. Tac. Voilà. Donc là, est-ce que vous voyez la seconde diapo? Est-ce que tout se passe bien? OK. Normalement, il ne devrait plus y avoir de soucis. Donc, comme je le disais tout à l'heure, je suis actuellement chercheur en Chine, à l'Académie des sciences de Chine, donc plus ou moins équivalent maître de conférence là-bas. Et j'y suis depuis 10 ans bientôt, 9 ans. Cet institut s'appelle Brain Cognition and Brain Disease. C'est un institut où on travaille sur la cognition et les maladies du cerveau. Et c'est juste à Shenzhen, ici, donc c'est à côté de Hong Kong. Voilà. Je vous invite à y venir un jour s'ils décident de rouvrir les frontières. C'est très agréable comme ville et c'est un superbe labo. Alors, maintenant, comme je vous ai dit, nous allons parler aujourd'hui d'émotions, plus ou moins. Donc, comment est-ce qu'on définirait une émotion? Donc, une émotion, j'ai juste pris la définition la plus consensuelle possible, c'est-à-dire le dictionnaire Larousse. Et sur le dictionnaire Larousse, on voit deux définitions. La première, c'est un trouble subi, une agitation passagère causée par un sentiment vif de peur, de surprise, de joie, ce qui correspond plus ou moins quasiment à une tautologie. Une émotion, outre le fait que c'est une agitation, c'est un sentiment de peur, de surprise, de joie, ce qui n'est autre qu'une émotion. Donc, c'est dur d'avoir une définition avec ça. Et la deuxième, c'est une réaction affective transitoire d'une grande intensité, habituellement provoquée par un stimulus venu de l'environnement. Très bien, mais là, en fait, on ne voit pas vraiment ce qui est une émotion. On a plutôt tendance à savoir ce qui va les provoquer et ce qu'on va pouvoir enregistrer. Et là, en fait, rien qu'avec ces deux définitions, on a deux grandes tendances de l'étude des émotions. La première qui va plutôt être de l'ordre de la psychologie, voire parfois de la philosophie, et ça fait très longtemps
que ces disciplines travaillent sur les émotions. Et la seconde, qui est plus de l'ordre de la biologie, où on va en fait mettre l'émotion dans une espèce de boîte noire, plus vraiment se poser la question, mais voir ce qui fait réagir et quels sont les comportements qu'on va obtenir. Donc, j'aurais aimé vous décrire ce qu'est une émotion, mais en réalité, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'émotion, justement parce qu'une émotion dépend de la première définition. Et le problème, c'est que, donc ça, c'est une image piquée sur Wikipédia, mais qui est assez claire. Alors ça, c'est dans le cas de la perception. Le problème, c'est qu'une perception, comme une émotion, est pensée, en tout cas par les biologistes dont je fais partie, comme incommunicable. C'est-à-dire que la personne à gauche là, voit une fraise comme étant rouge, donc là on parle de perception, pas d'émotion, mais c'est exactement la même chose dans le cas des émotions. Elle voit cette fraise comme étant rouge, et elle va nous dire cette fraise est rouge. Et en effet, on peut mesurer physiquement le fait que la fraise est rouge avec la longueur d'onde. Mais néanmoins, en fait, rien ne nous prouve que pour nous, exactement ce que cette personne pense être rouge va représenter un vert. On ne peut pas communiquer l'expérience sensible du percept, et ce sera pareil pour une émotion. On ne sait jamais si, quand vous me dites j'ai telle émotion, on va exactement ressentir la même chose, et si on peut communiquer là-dessus. C'est pour ça qu'en biologie, en général, on considère qu'on ne discute pas d'émotions. C'est un peu la première règle de l'émotion, c'est qu'on ne parle pas d'émotion. On parle d'état émotionnel ou de comportement émotionnel. Bon, pour ce soir, même si j'aimerais bien toujours parler avec la bonne terminologie, je dirais souvent émotion, vous en excuserez, mais vous pourrez remplacer dans votre tête ça par état émotionnel de type peur ou de ce genre de choses. Voilà, ça c'était. Je ne vous parlerai pas d'émotion au sens strict. Alors de quoi est-ce que je vais vous parler? Ben, pour les biologistes, encore une fois, l'idée, c'est qu'on aime bien savoir la fonction des choses. Et il y a un consensus, d'ailleurs, qui n'est pas, qui va au-delà de la biologie, hein, qui peut aller même au niveau de la psychologie. Et c'est assez partagé. L'idée que la base des émotions, la biologie de l'émotion, viendrait des comportements de survie. Alors pourquoi spécifiquement des comportements de survie? Parce qu'en particulier, quand on regarde les besoins de base, on va en trouver trois grands types. Les besoins dits interoceptifs, l'interoception, donc ce qui est à l'intérieur de nous, se nourrir, boire, se protéger du froid, etc. Où en fait, on a notre cerveau connaît parfaitement ce qu'on a dans notre corps, comment ça se passe et ce dont on a besoin de rajouter. Par exemple, s'il manque de l'eau, il va falloir aller chercher de l'eau. Il va nous motiver à ça. Donc, ces besoins interoceptifs vont nous donner envie d'aller faire des choses. Les besoins de reproduction qui vont servir à l'espèce, notamment, c'est assez évident, avec les comportements sexuels et parentaux. Et enfin, tout ce qui a trait à la menace, avec en particulier les prédateurs, mais pas que, qu'il va falloir détecter, fuir ou combattre. Et tout ça, ça aurait donné les grandes émotions de base qu'on va pouvoir avoir, avec notamment la peur et la colère, par exemple, pour la menace, ou l'amour pour la reproduction. Donc, les bases de tout ça auraient créé les émotions au fil de l'évolution. Ce qu'on retient, nous, là-dedans, c'est que puisque ça aurait été des besoins de survie de base qui seraient la source des émotions, elles ont une forme de caractère inné et de précablé. Alors, il faut faire attention au mot inné, souvent il est assez mal interprété. Ça peut vouloir dire évidemment que c'est gravé dans nos gènes, c'est gravé dans nos réseaux neuronaux, c'est des choses avec lesquelles on est, ou parfois qui se développent, voire qui se perdent au fil du développement de l'individu. Mais néanmoins, ce n'est pas pour autant que c'est figé, ce n'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre. Ça peut être des comportements tout à fait flexibles. Et bref, tous ces comportements et toutes ces émotions se seraient construites au fil de l'évolution des espèces et jusqu'à arriver à nous pour l'homme, mais les autres espèces auraient les mêmes possibilités et seraient là juste pour optimiser nos chances de survivre. Aujourd'hui, je vais particulièrement vous parler de tout ce qui a trait à la menace, donc détecter, fuir et combattre, et en particulier la peur. Voilà. Donc, dans ce cadre-là, si on parle uniquement de la peur, j'ai mis un très beau serpent ici. Pourquoi un serpent? Tout simplement parce que ce serait théoriquement la menace principale à laquelle les primates, et les humains en faisant partie, seraient sensibles, ainsi que dans certains cas, les araignées. Donc, ce qu'on va étudier aujourd'hui, et justement, l'articulation avec le comportement de survie, elle est là, elle est dans les comportements instinctifs de défense.
ce donc qui vont nous faire penser à la peur. Ce sont des comportements défensifs induits chez un animal naïf par des stimuli ayant des propriétés menaçantes innées. Ça veut dire un animal naïf, c'est un animal qui n'a jamais vu la menace qu'on va lui donner. Si on met un animal face à sa menace, par exemple un humain face à un serpent, il n'aura pas nécessairement peur, mais il aura très certainement un changement comportemental assez instinctif, assez inné. Pourquoi c'est inné? Parce que ces comportements sont en partie stéréotypés et dépendent de réseaux neuronaux précablés. Et c'est ces réseaux neuronaux qu'on va explorer aujourd'hui. Du coup, qu'est-ce qu'on explore déjà au niveau comportemental? Qu'est-ce qu'on va regarder puisqu'on ne peut jamais dire qu'un animal ou même un humain a une émotion, on ne peut jamais vraiment lui faire confiance et un animal généralement ne parle pas. Qu'est-ce qu'on peut observer chez toutes les espèces qui donc correspondraient à ces réseaux instinctifs? Eh bien, de la mouche à l'humain, en passant par le poisson, l'oiseau, la souris ou le chimpanzé, heu, il y a en fait plusieurs paramètres qu'on va pouvoir retrouver dans les comportements émotionnels. D'abord, est-ce qu'ils sont persistants? Donc, est-ce que c'est quelque chose qui va être aigu, c'est-à-dire très transitoire, ou alors soutenu, qui peut durer qui peut être sur la durée? Est-ce que c'est intense? Est-ce que c'est généralisable ou est-ce que c'est vraiment exactement une stimulation particulière qui va créer un comportement particulier? Un peu comme si, quand on vous tape sur le genou pour avoir le réflexe où on lève la jambe, bah, on appelait ça de la colère parce qu'on met un coup de pied à quelqu'un. Pas forcément. Il faut que ce soit généralisable à plus de stimulations qui vont correspondre à, notamment dans le cas de la peur, à un danger. Est-ce que c'est flexible? C'est-à-dire, est-ce que l'expérience peut nous apprendre à moduler cette émotion? Est-ce qu'on peut apprendre de cette émotion? Et enfin, est-ce que ça peut être positif ou négatif? Et grâce à tout ça, on va pouvoir étudier tout un tas de sorties comportementales et physiologiques qu'on appelle multimodales, donc avec d'abord, par exemple, des réactions motrices. Si on garde le cas de la peur, souvent les animaux, nous y compris, on va d'abord commencer par regarder ce qui nous fait peur, et essayer de savoir ce que c'est. Ensuite, des variations physiologiques comme des variations cardiovasculaires, le cœur qui se met à battre plus vite, les poumons qui brassent plus d'air, des expressions faciales. Donc, on en a chez la souris, mais on les connaît très très bien chez l'humain. Il suffit de regarder quelqu'un pour savoir qu'il est triste ou qu'il a peur. Par exemple, le chat aussi ont énormément d'expressions faciales. Comme ça, vous regarderez vos animaux différemment. Je crois même qu'ils en ont plus que l'humain. Euh, Ensuite, une réponse endocrine. Donc, ça, c'est un flux d'hormones qui vont venir envahir notre cerveau et notre corps pour en fait nous permettre de shifter dans un autre état mental et dans une autre façon d'interagir avec notre environnement et de répondre aux menaces qu'on peut avoir. L'état d'éveil et d'excitation, notamment chez l'homme avec la pupille qui se dilate, les pupilles qui se dilatent quand on est éveillé, enfin quand on a un état d'éveil et d'attention particulier. Des vocalisations avec des cris d'appel à l'aide, on en trouve chez la souris, on en trouve chez l'homme, pas d'appel à l'aide, des cris de peur, des réactions intestinales avec les intestins qui se contractent et des réactions locomotrices en marchant. Il suffit de voir quelqu'un d'anxieux. Généralement, les gens anxieux vont souvent marcher un peu dans tous les sens. Voilà, ça c'est le type de sortie comportementale qu'on peut avoir. Évidemment, entre la mouche et l'humain, on n'est pas obligé toujours d'avoir tout ce panel de réactions comportementales. Des mouches ont très peu d'expression faciale. Néanmoins, elles peuvent avoir des réactions motrices et de la locomotion. Euh, voilà, ça c'est vraiment le répertoire dont la plupart des animaux dont ils vont disposer. Aujourd'hui, on va particulièrement regarder les réactions de locomotion, voire motrices. Alors, euh, pour avoir une émotion ou pour avoir un comportement instinctif de défense, d'abord, il faut certaines entrées sensorielles qui ont des propriétés. La première chose, c'est quelle entrée sensorielle va détecter quel type de menace. Là, on voit une souris qui va sentir de l'urine et des fesses, généralement on dit que c'est de renard, mais ça peut être de chat aussi, et sentant qu'il y a cet animal qui est un prédateur dans le coin, elle va plutôt avoir tendance à partir. Donc on peut avoir évidemment l'odorat, l'audition, la vision, et tout à l'heure, je vous présenterai aussi le sens de l'équilibre qui est assez particulier. Mais ensuite, les menaces ont une propriété. Par exemple, on peut voir quelque chose et cette vision peut avoir différentes propriétés. Chez la souris, par exemple, si un rapace, donc un prédateur, vole en horizontal par rapport à elle, enfin vole sur le plan horizontal
assez loin d'elle, la meilleure stratégie n'est pas de fuir parce qu'on risquerait de se faire détecter, vu que là, le rapace n'est pas encore censé nous avoir détecté, mais de rester, de freeze, comme on dit, donc d'arrêter de bouger. J'utiliserai tout le temps le terme freezing, donc on va essayer de le retenir, mais c'est d'arrêter de bouger, vraiment de ne plus bouger du tout. Mais par contre, si le prédateur approche et lui fonce dessus, bah là, la meilleure stratégie, c'est pas de s'arrêter de bouffer, sinon on va directement devenir un casse-croûte pour rapace. La meilleure stratégie, c'est de fuir. Et ça a été très bien rapporté sur cette courbe ici, avec l'intensité de la menace en Y, la distance par rapport au prédateur, et est-ce qu'on peut fuir à gauche ou est-ce qu'on ne peut pas fuir? Si on peut fuir, si le prédateur est loin, on fuit. Si on ne peut pas fuir, dans ce cas, on fait du freezing, alors, en tout cas chez les souris. Et ce qui est intéressant, c'est que si on est trop proche du prédateur, alors dans ce cas, on va passer plutôt sur une stratégie de l'attaque. Comme quoi, la réponse est modulée aussi par le contexte. Et c'est ça le... Attendez, je vais juste oublier une chose qui était importante ici, c'est que particulièrement dans les inputs sensoriels, aujourd'hui, on va traiter de la vision. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas tous les faire et que sinon, ça va prendre 4 heures de conf. Voilà, donc du coup, on revient sur les stratégies comportementales. C'est assez intéressant parce que ça montre que nos comportements sont assez flexibles en fait. Là, ici, cet exemple, je l'aime bien parce que je vais vous présenter pas mal de choses qui ressemblent à ça. Si une souris a peur et a un endroit où se cacher, elle le fera. Si elle ne peut pas, elle aura tendance à friser. Cet exemple, je l'adore avec les batraciens. S'ils voient face à eux un prédateur qui est un serpent, ils vont fuir. Par contre, s'ils voient un prédateur qui est une chauve-souris, ils vont plutôt aller directement sous elle pour l'empêcher d'avoir, elle, son comportement de chasse optimal. Donc, c'est adaptable à plein de choses. On a un répertoire comportemental, nous humains, mais la plupart des animaux, qui s'adapte à plein de situations dans le contexte. Et ça montre que ces comportements sont extrêmement flexibles, en fait. Un dernier exemple ici, avec un lézard qui va fuir. Alors, il va fuir là où il y a la cachette la plus proche, pas la plus loin, même si elle est mieux. Voilà, tout un tas d'exemples super intéressants qui nous montrent que c'est vraiment plus complexe que ça. Et enfin, on a les différents types de menaces spécifiques, puisqu'on parle de comportement de défense. En fait, on a 3 grands types de menaces, qui sont les congénères, parce que oui, nos congénères, et justement, la géopolitique du moment nous le montre, nos congénères peuvent aussi nous tuer. Les autres humains peuvent avoir l'air agressif, vouloir nous faire du mal. Et donc, on a des réseaux dédiés à la défense contre nos propres congénères. Pardon. Ensuite, il y a les prédateurs, chaque espèce ayant ses prédateurs ou ses menaces. On n'a pas forcément de prédateurs, mais on peut avoir des menaces. Par exemple, les humains ont actuellement assez peu de prédateurs, mais les serpents représenteraient toujours une menace pour eux, puisque ils peuvent nous piquer et nous tuer, même si après, ils ne nous boufferont pas. Et enfin, la douleur, qui est un petit peu à part, puisque la douleur, c'est quelque chose qu'on va éviter, mais c'est aussi quelque chose qu'on va apprendre beaucoup plus rapidement que le reste, donc c'est un petit peu à part. C'est toutes ces entrées sensorielles, toutes ces stratégies comportementales et tous ces différents types de menaces vont avoir des réseaux spécifiques et souvent vont même avoir plusieurs réseaux spécifiques. Par exemple, pour les battements cardiaques, qui est une sortie comportementale, enfin une sortie physiologique, on va avoir plusieurs types de réseaux qui vont faire quasiment exactement le même travail. Mais généralement, le cerveau aime bien ça, parce que ça apporte 2 choses, la redondance, ça apporte le fait que s'il y a un des circuits qui ne marche pas, eh ben, c'est pas grave, il y a les autres pour les remplacer. Et ensuite que si un circuit s'active en même temps qu'un deuxième, ils vont se renforcer. Mais s'il y en a qu'un qui s'active et l'autre dit l'inverse, ils vont mutuellement s'inhiber, donc ça évite du bruit et ça permet d'accélérer les comportements, enfin le choix d'un comportement. Néanmoins, même si les réseaux, même s'il y a un réseau pour chacune de ces entrées sensorielles, chacune de ces menaces, ils sont en très fort recouvrement. Ça veut dire, et on va venir là-dessus juste ensuite, ça veut dire qu'en fait, ils partagent une grande partie du réseau ensemble. Aujourd'hui, on va particulièrement voir, enfin, donc on sait qu'on va voir particulièrement la locomotion, la vision et le cas des prédateurs pour ce qui est des peurs instinctives. Voilà. Donc maintenant qu'on est passé qu'on a vu la partie un petit peu comportementale, on va passer à la partie du réseau. Je vous ai déjà expliqué un petit bout du réseau, mais là, il faut se dire que quand on va
du percept de base à l'état émotionnel pour avoir un comportement de défense, eh ben, il y a un petit réseau de base qui est censé fonctionner. C'est une sursimplification, mais ça marche plutôt pas mal. D'abord, on va détecter la menace. Ensuite, on va l'interpréter. Est-ce que c'est bon et ou est-ce que c'est mauvais pour moi? Est-ce que c'était prévu ou est-ce que c'était pas prévu? En gros, c'est de façon très très schématique. Ce seraient deux des principaux axes sur lesquels on peut interpréter si une menace est réellement une menace. Ensuite, on pourrait passer au niveau d'état interne, c'est-à-dire que là, on va avoir un état émotionnel qui ressemble à de la peur. Et enfin, on va avoir une initiation comportementale avec le début de la réponse motrice, par exemple, bah, j'agite mes petites pattes de souris pour courir le plus loin possible, ou mes grandes pattes d'humain, ça marche pareil, hein. Et une réponse physiologique avec le cœur qui bat, etc. Et toutes les autres réponses qu'on a pu voir avant avec les pupilles qui se dilatent d'une manière particulière, des vocalisations, etc. Euh, le but de la survie, c'est justement de réduire un maximum le temps entre la détection et l'initiation comportementale. Pourquoi? Parce que l'état interne, il peut arriver un peu après, c'est pas très grave. On peut avoir peur tant qu'on a survécu. Enfin, on peut d'abord commencer à fuir et après avoir peur, tant qu'on a survécu, tout va bien. Alors que l'inverse, c'est moins sympa. Avoir peur, se poser la question, mourir et se dire tiens, j'aurais dû fuir, généralement, c'est pas génial. Donc, il y a ce que j'ai appelé des voies qui sont des facilitateurs comportementaux, des espèces de shortcuts, comme on dit, pas des courts-circuits, des raccourcis qui permettent de chaque étape, même depuis la détection jusqu'à l'initiation comportementale, d'aller beaucoup plus vite dans le processus. Et inversement, ce que je vais vous montrer aussi aujourd'hui, c'est en fait, on a des capacités d'optimisation perceptive. Et là, quand on a un état interne, quand on a un état émotionnel, ça peut venir transformer notre vision. Je vous montrerai ça dans une deuxième partie. Et encore une fois, ce que je vais vous montrer particulièrement aujourd'hui, c'est cette partie du réseau ici. Donc, c'est vraiment de la détection à l'interprétation dans le cas de la vision. Et vous allez voir ici, dans le cas de l'interprétation, il y a un saint Graal. Il y a une structure du cerveau qu'on va voir tout de suite qui s'appelle l'amygdale à gauche. Ça, c'est le saint Graal. Dans tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, le but de notre œil, enfin, dans les comportements de défense, le but de notre cerveau, c'est de prendre l'information qui vient de l'œil et de l'amener à l'amygdale le plus vite possible. Voilà, en un minimum de synapses possible, c'est-à-dire un minimum de relais. Puisque le cerveau, c'est juste de l'information qui se passe à un relais, entre guillemets. Donc, dans notre système des émotions, ça, je vous le présente comme ça. Ça, c'est la partie dont je ne parlerai pas trop. Donc, je vous le présente parce que c'est important de savoir comment ça fonctionne. On a trois grandes structures principales. La première, c'est l'amygdale. Comme je vous l'ai dit, c'est celle qui va faire l'évaluation, qui va reconnaître les menaces, les évaluer, savoir si c'est vraiment un danger, pas vraiment un danger, si c'est urgent ou non. Et cette amygdale va très schématiquement envoyer des infos à l'hypothalamus. L'hypothalamus, son boulot dans la vie, c'est les processus métaboliques, notamment tout ce qui est interoceptif, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et grâce à ça, il va générer des comportements motivés. Des comportements motivés pour aller chercher de la nourriture, des comportements sexuels motivés et aussi des comportements motivés de peur, de défense en fait. Quand ces deux structures en fait peuvent envoyer des informations à une troisième structure qui s'appelle le périaqueduc et qui est notre système moteur émotionnel. C'est une structure très profonde dans le cerveau, très loin là-bas, au fond du cerveau en bas, qui, elle, va gérer tous les comportements moteurs une fois qu'on a une émotion. En gros, l'amygdale et l'hypothalamus décident de l'émotion qu'on a et le périaqueduc met tout en place. C'est lui qui va déclencher l'augmentation du battement cardiaque, de la respiration et qui va qui va utiliser ce qu'il connaît du contexte grâce à d'autres structures du cerveau pour initier la fuite ou initier le freezing ou même initier l'attaque, voire dans certains cas la chasse pour attraper des proies. Alors tout ça, ça semble très simple, mais ça fait des réseaux qui peuvent être hyper complexes, comme ceux qu'on voit à droite. Alors évidemment, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est pas tout ça. Mais voilà, ça vous donne une idée du type de réseau qu'on a uniquement pour les peurs instinctives. Avec ici en jaune, les peurs instinctives pour les congénères, ici les prédateurs, et ici en bleu, la douleur. Et on voit en fait exactement ce que je vous dis. L'hypothalamus, ça prend une part très très large de tout ce réseau. L'amygdale, on en voit partout ici. Alors, chaque fois qu'il y a un A, c'est un amygdale en général.
Donc l'amygdale, c'est une autre structure, et le périaqueduc qui va gérer nos réponses actives, donc la fuite, et les réponses passives, le freezing. Pourquoi est-ce que je vous montre ça? Parce qu'en fait, il est nécessaire d'avoir des informations sensorielles pour pouvoir initier, une fois qu'on arrive à l'amygdale, pour pouvoir initier ces comportements. Et le problème, c'est que même dans ces données-là, en fait, on s'aperçoit que ça vient souvent du cortex, ça vient souvent de zones qui sont en fait très très loin en termes de synapses, en termes de relais d'informations. C'est très loin et ça peut prendre plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de millisecondes d'avoir une information. Et là, justement, c'était un peu le problème. Il y a plus d'une dizaine d'années, on se disait, mais quand même, c'est pas bien rapide. Si on a ici notre rétine, donc notre œil, qui va détecter de l'information, on savait que la rétine pouvait envoyer cette information au cortex, ici en bleu. Donc le cortex, c'est tout ce qui est autour du cerveau, c'est la partie extérieure. Ça fait des trucs splendides, mais enfin, ça fait des trucs splendides. Au niveau de la vision, par exemple, ça va pouvoir décortiquer les images qu'on reçoit dans la rétine de plein de façons différentes pour nous permettre, par exemple, de reconnaître des visages, de reconnaître des objets, de faire énormément de choses comme ça. C'est extrêmement précis. Par contre, il y a énormément de relais. On va du cortex visuel primaire au second, au quatrième, etc., etc. Et au bout d'un moment, on arrive à l'amygdale, notre zone d'interprétation du danger. Donc, comme je vous ai dit, et je fais une petite parenthèse, je le répète encore, l'amygdale, c'est l'alpha et l'oméga de tout ce qu'on va voir aujourd'hui. À chaque fois qu'on part de la rétine, on veut arriver à l'amygdale. Et c'est pour ça qu'on se posait toujours la question de combien de temps ça prend d'arriver à l'amygdale. Et donc là, tous ces relais-là, c'est très lent. C'est parfois trop lent pour éviter un prédateur. Et en 2010 environ, un petit peu avant, hein, l'idée était dans l'air déjà, mais on s'est dit, tiens, et s'il y avait une voie plus rapide? Et là, on a commencé à penser à une voie sous-corticale. Alors, le sous-cortex, je vous ai parlé du cortex, et le sous-cortex, il porte son nom parce qu'il est bêtement sous le cortex. Voilà. Et il a plein de structures, de zones de ce sous-cortex qui ont aussi des capacités d'analyse de l'information sensorielle, tout comme le cortex visuel est capable, avec plein de relais, d'analyser de l'information visuelle. On a des parties, dont le colliculus supérieur ici, dont je vais vous parler un peu plus en détail, qui ont la capacité de recevoir aussi de l'information visuelle et de la traiter. Par contre, ils font ça, le colliculus, il fait un peu ça à la hache. Il sera incapable de reconnaître un visage, il ne va pas pouvoir avoir tout ce niveau de précision, mais il n'empêche qu'il est capable de traiter de l'information visuelle. Alors du coup, c'est quoi son boulot au colliculus? Donc, comme on a dit, c'est une structure sous-corticale. Donc, elle est sous le cortex. Ça ressemble à ça, le colliculus, en bleu et rouge ici, cette structure-là. Donc, c'est dans ce qui s'appelle le tronc cérébral. Et encore une fois, c'est très loin. C'est très loin dans notre cerveau. Et c'est une structure surtout sensorimotrice. Qu'est-ce que c'est sensorimotrice? C'est hyper simple. C'est une structure qui transforme une sensation en motricité. En l'occurrence, elle transforme de la vision en mouvement des yeux, en mouvement de la tête et un petit peu en mouvement du tronc supérieur. Donc c'est quand vous voyez quelque chose, votre colliculus, c'est lui qui va pouvoir envoyer votre regard sur ce que vous voyez et le suivre du regard, que ce soit avec votre œil ou avec votre tête. Ça semble très simple, sauf qu'on a réalisé au bout d'un moment, c'était justement avant ce fameux 2010, donc il y a plus de 10 ans, on a réalisé que le colliculus était également capable, non pas uniquement de diriger le regard comme ici, mais de capter l'attention. En fait, c'est un petit peu logique. Une structure le colliculus, quand on lui met un nouvel élément dans le champ visuel, il va envoyer le regard dessus. Il aime bien faire ça, c'est son boulot. Il va diriger le corps vers ce nouvel élément qui peut être important. Et là, du coup, il va capter l'attention. Enfin, forcément, il va envoyer un message au reste du cerveau, ici par un petit relais, encore une fois, de 3 synapses, qui va arriver, ce qui s'appelle une structure qui s'appelle le frontal field, et qui va gérer qui est une des structures qui gère l'attention visuelle. Et bien, tout simplement, c'est assez logique. On regarde quelque chose qui vient d'arriver, on porte notre attention dessus. Et là, on a commencé à se poser des questions, en fait, à ce moment-là. C'est très bien, on a une structure visuelle qui peut capter notre attention, alors qu'on pensait qu'elle était extrêmement basique et qu'elle faisait juste du sensorimoteur. Est-ce qu'il ne serait pas possible qu'elle puisse faire autre chose? Et là,
En 2013, donc un tout petit peu plus tard, et juste après ce que je vous ai montré avec justement le premier réseau, celui qui passe par le cortex ou celui qui passe par le sous-cortex, il y a une équipe, là c'est un article de Desjardins, qui n'a pas forcément fait énormément de bruit, on n'en parle quasiment plus, mais j'aime bien le montrer pour mettre les choses dans leur contexte et avoir une histoire des sciences un petit peu. Eh ben, eux, ils travaillaient justement sur la vision, la sensorimotricité et un petit peu l'attention. Et donc, ils s'amusaient chez des singes à aller implanter de la bicuculine, qui est un inhibiteur du GABA, pour empêcher le colliculus pendant quelques minutes de fonctionner normalement et de voir quel était le résultat sur les comportements sensorimoteurs. Et là, c'est un véritable exemple de sérendipité parce ils ont montré qu'en fait, ils étaient très surpris, ils le disent directement dans leur article, ils disaient, mais on essayait de faire complètement autre chose. Et ce qu'on a remarqué, c'est que nos animaux avaient peur. Parce que en essayant de montrer du sensorimoteur, ils ont montré que les singes avaient peur, essayaient de s'enfuir et faisaient des vocalisations de type justement des vocalisations qui font partie du répertoire des comportements de peur, et que ça durait pendant plusieurs minutes, c'est-à-dire tant que la bicuculine était active. Euh, et à partir de là, on va dire que vraiment, tout est parti. Voilà. Tout est parti, on s'est dit, maintenant, il faut qu'on explore de manière plus concrète ce réseau qui pourrait partir du colliculus et qui arriverait jusqu'à l'amygdale. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Euh, Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais faire deux parenthèses méthodologiques. La première, en gros, ces parenthèses méthodologiques, c'est parce que c'est les deux grandes méthodes que je vais vous montrer à peu près dans toutes les études scientifiques qui ont été faites sur le sujet. Que ce soit dans le groupe en Chine sur mes études, dans le groupe dans lequel je travaille ou dans d'autres groupes de recherche. La stimulation de looming, c'est quoi? Alors, ça consiste à prendre une souris, la mettre dans une boîte et lui proposer un nid, le N là, dont elle a l'habitude et qu'elle découvre petit à petit. Au-dessus de cette boîte, on met un moniteur. Et ce moniteur va nous diffuser, donc là c'est dans le temps mais ce n'est pas très clair, va nous diffuser une image qui grossit au cours du temps, enfin diffuser à la souris, une image qui grossit au cours du temps. Et là, je vais vous montrer un exemple. Hop, ça donne à peu près ça. Alors, ce n'est pas exactement ça, mais j'ai fait ce que j'ai pu avec PowerPoint. Ça donne environ quelque chose qui grossit et qui devient très très grand, très très large sur l'écran. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que. Enfin, une souris, elle s'en fout d'un cercle comme ça. Non, parce que en réalité, elle n'a pas vraiment l'habitude de regarder sur son champ visuel haut. Elle regarde plutôt devant elle et elle a une tendance à avoir des réactions directes parce que ce qui pourrait arriver d'en haut, en réalité, c'est plutôt un rapace ou éventuellement quelque chose qui lui tombe dessus. Dans les deux cas, c'est assez funeste comme message. Ça veut dire quelque chose qui grossit très vite et qui sûrement fait 10 fois ma taille et qui soit veut me bouffer, soit veut m'écraser. Voilà. Donc on considère que c'est une peur écologique parce qu'on la reproduit en laboratoire et elle est censée mimer exactement le type de stimulation que les animaux subissent dans la nature. Et ce qui a été montré à cette époque-là, c'est que là, en vert, c'est le tracé de la souris. Donc là, imaginez que la caméra est au-dessus, à peu près au niveau de l'écran. Là, on regarde la souris. En vert, c'est le tracé de là où est la souris au fil du temps. Tac, 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 chaque petit point. Et là, on lui envoie le stimulus de looming. Eh ben, elle part en courant dans son nid. Là, on voit bien qu'elle part en courant. Donc ça, c'est la distance au nid en fonction du temps. Une fois qu'on met la stimulation, elle rentre le plus rapidement possible dans le nid. Et si jamais il n'y a pas de nid, ça je l'ai pas mis, j'ai pas mis de photo là-dessus. Si jamais il n'y a pas de nid, elle frise complètement. Elle arrête de bouger. C'est ce que au laboratoire. Ah oui, non, il manque une deuxième parenthèse. La deuxième parenthèse, c'est sur l'optogénétique. Donc, qui est une méthode qui a vraiment permis aux neurosciences sur les émotions et sur la circuiterie des émotions, sur les réseaux des émotions, de fonctionner parce que ça permet de manipuler les réseaux, émotionnels ou autres, hein, mais de manipuler les réseaux avec une précision inégalée, que ce soit en termes spatial, c'est-à-dire réussir à toucher exactement les neurones qui nous intéressent, ou en termes temporels, puisque on appuie sur un bouton et ça agit 3 millisecondes après, ce qui est rien. Et en plus, on peut faire ça sur des animaux qui bougent normalement et qui ne sont pas plus anxieux que ça. Alors, ça consiste en quoi, l'optogénétique? Ça consiste à récupérer un gène d'intérêt pour nous.
Alors, un gène d'intérêt, c'est quoi? Bah, c'est particulièrement dans le cas de l'optogénétique, des gènes qui sont présents dans les algues et certains qui sont présents dans les yeux. Pourquoi dans les algues? Parce qu'elles ont la capacité assez sympathique de pouvoir transformer de la lumière en énergie grâce à des récepteurs canaux, c'est-à-dire qui vont faire rentrer des choses dans la cellule. Ça tombe bien, c'est exactement comme ça que fonctionne un neurone. Il a des récepteurs à sa surface qui lui permettent de faire rentrer des ions, ce qui va changer le potentiel du neurone et donc créer un potentiel électrique qui va permettre de créer un signal électrique. Donc nous, ça nous intéresserait bien d'avoir ça sur un neurone. Et ben, c'est ce qu'on a fait. Enfin, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qui a été fait. Moi, j'ai jamais fait ces manipulations génétiques, mais par contre, on s'en sert tous les jours. On va récupérer ce gène de notre algue et on va l'intégrer dans un virus. On va injecter, donc le virus est inactivé, il n'y a pas de danger. On va injecter ce virus dans le cerveau de nos souris et le virus va commencer à infecter les neurones et leur faire produire le fruit de ce gène-là. Donc nos neurones vont commencer à avoir des petits récepteurs que je vais vous montrer ensuite. Mais vu que nos neurones, une fois qu'ils ont ces récepteurs, ils deviennent sensibles à la lumière, il suffit de leur mettre une fibre optique au niveau du cerveau, le tout sous anesthésie, et après, les animaux ne montent pas un stress particulier, donc en gros, tout va bien, pour permettre d'activer les réseaux neuronaux. Hop. Voilà, ça ressemble à ça à la fin, avec une souris qui va pouvoir agir tout à fait normalement, et avec sa petite fibre optique, nous, on va pouvoir appuyer sur un bouton pour déclencher une partie du réseau. Et là, on a deux grands types de lumière en fait, et de virus. L'aleurodopsine, couplé à une lumière jaune, qui va nous permettre d'inhiber un neurone. Donc, pour le faire simple, ça va faire rentrer du calcium. Le calcium va changer le potentiel du neurone pour le rendre impossible à activer, en fait. Et ça, c'est ce qu'on voit. Ici, c'est un neurone qui, à chaque petit coup ici, fait un pulse, c'est-à-dire qu'il envoie une décharge électrique. Là, quand on met la lumière, le neurone se tait complètement. Et ensuite, on a l'inverse avec la channel rhodopsine, où là, on force le neurone à recevoir du potassium, ce qui, à chaque petit pulse de lumière, ici en bleu, va activer notre neurone de force. Voilà. Avec le looming et avec l'optogénétique, vous avez les deux grandes méthodes qu'on va utiliser que la plupart des gens utilisent pour la peur et l'optogénétique que la plupart des groupes de recherche utilisent pour essayer de comprendre comment le cerveau fonctionne en lien avec les émotions. Alors, maintenant qu'on en est là, on va voir les voies cérébrales qui partent du colliculus, donc encore une fois, notre structure sensorimotrice visuelle, et qui vont vers l'amygdale. Ça, c'est des travaux qui ont été précurseurs, ça a été les premiers dans ce type-là, et qui ont été faits justement au BCBDI, où je travaille en Chine. Comment on a fait ça? On a proposé à des souris, on a mis des souris dans un stimulus de looming, justement, et on les a stimulées à plusieurs reprises. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, ici, sur ce schéma-là, on voit qu'elles font, elles n'ont pas de nid, donc exactement comme ce qui était prévu, elles font du freezing. Par contre, si on leur met l'écran sous les pattes, ça c'est le gris clair, elles font plus de freezing, ce qui est normal parce que les prédateurs aériens viennent très rarement de dessous les pattes, donc c'est à peu près logique. Et surtout, on a regardé ensuite, ça c'est une tranche de cerveau, c'est une tranche de colliculus, donc en fait c'est comme si on avait mis un petit carré là, tac, qu'on avait coupé ici. Et ce qu'on voit en vert ici, ça s'appelle du CIFOS. Le CIFOS, c'est un marqueur d'activité chez nos neurones. Nos neurones, une fois qu'ils sont très activés, ils vont développer une protéine qu'on va pouvoir ensuite marquer et rendre fluorescente. Et donc, plus il y a de vert fluorescent, plus c'est activé. Et en gros, ça veut dire, bah oui, notre looming active énormément le colliculus supérieur, en particulier dans la zone qui est dite médiale et qui gère en fait le champ visuel haut. C'est hyper logique, on a stimulé le champ visuel haut. En plus, on voit ici que les neurones qui sont activés, donc qui présentent du CIFOS, c'est aussi des neurones glutamergiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire glutamergique? C'est des neurones excitateurs qui sont capables de projeter très loin. Donc, en fait, de démarrer un réseau. On a des neurones dans le colliculus qui sont activés et qui sont capables de démarrer un réseau, peut-être pour aller à l'amygdale. Grâce à des virus, justement, on a cartographié tout ça et on a vu qu'il y a en effet une voie qui va du colliculus jusqu'au pulvinar et jusqu'à l'amygdale latérale. Bon, c'était plus ou moins connu déjà, c'est juste qu'on ne connaissait pas la fonction.
Donc, grâce à notre autogénétique, on a stimulé d'abord au niveau du colliculus pour voir ce qui se passait. Et là, ce qu'on voit, c'est que ici en haut, on a les souris tant qu'elles ne sont pas stimulées, elles se baladent partout dans un open field, donc elles se baladent dans notre environnement, c'est ce qui est représenté ici. Et ici, c'est au moment de la stimulation. Là, on ne l'a pas encore stimulée, elle se balade, elle va dans un coin, dans un autre coin, et elle passe par le milieu, et tac, on appuie. Et là, il semble qu'il ne se passe plus rien. Et je vais vous montrer la vidéo parce que c'est assez impressionnant en fait. Vous allez voir, vous voyez la souris, elle se balade, donc là c'est vitesse x4. Je la remets, c'est vitesse x4, donc elle se balade, il n'y a pas de souci. Et d'un coup, ça va venir, d'un coup, tac, là la lumière, donc là on est en train d'exciter. La souris, elle a complètement arrêté de bouger. Dans quelques secondes, on va relâcher la stimulation et, et voilà, c'est fini, elle se remet à bouger. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau du freezing. En plus, les souris derrière, elles montrent un comportement anxieux, donc elles n'ont pas trop aimé ce qu'on leur a fait. Et ensuite, du coup, on est allé voir chaque petit point, donc je ne vous les fais pas tous, et à la fin, on est allé stimuler nos neurones qui finalement envoient un message vers l'hypothalamus, vers l'amygdale latérale. Encore une fois, on a stimulé et on a un résultat tout à fait similaire. Donc en fait, il y a vraiment un réseau qui part du colliculus, qui va vers le pulvinar et qui s'arrête à l'amygdale, notre alpha et notre oméga, le fameux, et qui crée ce genre de comportement. Ce qui est intéressant, c'est que ces comportements, ils vont diminuer au fil du temps. Donc, en fait, l'animal va commencer à apprendre. Je regarde le temps, je crois que je suis un peu à la bourre. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. OK, donc on a vu les comportements de freezing, mais il n'y a pas que ça dans les comportements de peur chez la souris, dans le répertoire comportemental de la souris. En fait, il y a aussi les comportements de fuite, comme on a vu tout à l'heure. Et donc là, on a fait une seconde étude au labo, avec cette fois un nid pour permettre aux souris de s'enfuir. Et surtout, on avait remarqué la première fois qu'il y avait un autre réseau qui pouvait partir cette fois des zones les plus profondes du colliculus, aller vers l'aire tegmentrale ventrale, qui est particulièrement importante pour les comportements émotionnels qu'on peut apprendre, et encore une fois, qui retournait à l'amygdale. Et cette fois, ça provoquait des comportements de fuite. Alors cette fois, avec un nid, on voit, ça c'est l'open field, on voit que la souris, hop, repart dans son nid et il reste très très longtemps. Et ici, quand on inhibe, ça ce qui est intéressant aussi, on inhibe nos projections. Donc là, nos neurones ne sont plus capables d'activer l'aire tegmentrale ventrale. Et en même temps, on donne une stimulation aux souris, c'est-à-dire qu'on leur met un looping. On leur met un looming. Donc elles voient un prédateur, mais en même temps, leur cerveau n'est plus capable d'envoyer l'information de ce prédateur jusqu'à l'amygdale. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elles vont être sensibles à la peur, mais extrêmement lentement. Vous allez voir, là, on stimule, et en même temps, on met du looming, et les souris, elles sont toujours là. Et au bout d'un moment, elles se mettent à retourner à leur nid. Voilà. Mais il leur faut vraiment 1, 2, voire 3 secondes, ce qui est énorme quand on pense au temps qu'il faut à un prédateur pour vous bouffer. Voilà. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire que cette voie, cette voie qui est ici, qui part du colliculus jusqu'à l'aire tegmentrale ventrale, elle est nécessaire et suffisante à la peur. Donc je ne vous les ai pas toutes faites. Il y a plein de voies aux fonctions redondantes. Actuellement, on en a 4. Il est possible qu'on s'arrête à 4, peut-être qu'il y en a un peu plus, qui vont du colliculus jusqu'à l'amygdale par plusieurs chemins détournés et qui vont soit gérer le freezing, soit gérer la fuite, avec une petite voie qui va du colliculus jusqu'à la structure dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle le périaqueduc, et qui, elle, fait tout sans émotion. Elle voit quelque chose, elle vous fait fuir direct, et elle se pose des questions après. Notre périaqueduc, c'est celle qui gère les comportements, le système moteur quasiment. Donc voilà, on a des voies qui donc font... on a vu un petit peu cette partie détection-interprétation, en tout cas chez la souris, qui vont très très rapidement, à très brève latence, nous créer des comportements émotionnels. Maintenant, on va voir la seconde partie. Comment nos émotions peuvent transformer nos sens ou optimiser nos sens. Est-ce qu'on peut avoir peur de notre propre ombre juste parce qu'on a peur et que notre ombre nous paraît différente, ou est-ce qu'au contraire, ça peut aller mieux? Donc là, on a fait des travaux dans le laboratoire aussi, où encore une fois, on a stressé des animaux avec du looming pour voir si ça avait une influence sur leur cerveau ou à quel niveau. On est tombé sur une toute petite structure très intéressante qui s'appelle le locus coeruleus et qui est une des principales pourvoyeuses de noradrénaline dans notre cerveau. Donc la noradrénaline, c'est quelque chose qui est très impliqué dans le stress, l'attention et la vigilance. Exactement ce qui pourrait agir sur notre colliculus.
pour faire simple, ici, on a injecté notre virus dans le locus coeruleus et on a stimulé toutes les fibres qui venaient du locus coeruleus jusqu'au colliculus qui, lui, traite la vision. Et quand on fait ça, ce qu'on a montré, on le voit particulièrement bien ici, je me dépêche un peu pour ne pas être trop en retard sur le timing, c'est que la latence de fuite des animaux était beaucoup plus courte chez nos animaux qu'on a stimulés comparé à nos animaux contrôle. Donc en gros, ces afflux de noradrénaline dans notre colliculus ne sont pas en eux-mêmes capables, ça je ne vous l'ai pas montré, mais en eux-mêmes capables de déclencher un comportement de peur. Par contre, ils peuvent moduler ce comportement de peur. Quand on fait peur aux animaux, ils réagissent beaucoup plus vite. En même temps, c'est logique. On s'attend, c'est un petit peu comme si on s'attend à voir un prédateur arriver et qu'il arrive. On y était prêt, on réagit très très vite. C'est un petit peu l'idée de cette notion de stress, d'attention et de vigilance. On s'y attend. Mais maintenant qu'on a la partie plutôt négative, il n'y a pas qu'un seul papier qui montre ça, il y a plusieurs articles qui vont aller dans ce sens-là. Il y a aussi, et ça m'intéresse de le dire, parce que moi j'ai toujours tendance à toujours travailler sur le côté négatif, donc je suis content quand il y a un petit peu de positif dans la vie. Et ben, on a aussi un côté plutôt positif. Donc là, c'est aussi quelque chose qu'une collègue, lui, chez May, a fait dans le labo. Elle a câliné des souris. Je trouve ça super. Tous les jours, pendant une semaine, elle a caressé des souris. Voilà. Et après, elle les a mis dans la boîte de bougies pour leur faire peur, comme prévu. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a deux groupes. Le groupe noir, qui lui est classique, c'est le groupe qui n'a rien subi de particulier, et le groupe rouge, qui lui a été caressé, câliné, pendant une semaine juste avant. Et bien, ce groupe rouge, quand on lui met du looming, ça, c'est le temps qu'il leur faut, c'est le délai, la latence pour fuir. Ce groupe rouge fuit beaucoup plus lentement dès le premier looming, dès la première stimulation terrifiante. Et à la seconde stimulation, il fuit encore plus lentement. Et à la troisième stimulation, il fuit vraiment plus lentement, voire quand ils sont à 200 secondes, c'est juste qu'il leur faut 200 secondes, donc plus de 2 minutes pour aller à leur nid, ce qui veut dire qu'en fait, elles avaient juste envie d'aller à leur nid, elles n'ont plus vraiment peur. Et on voit aussi ça, c'est la vitesse des souris, donc avec quelle vitesse elles y vont. Là, quand on met le looming, les souris qu'on a caressées, qu'on n'a pas caressées, elles vont fuir très vite à leur nid. Mais celles qu'on a caressées, même si elles retournent à leur nid, elles y vont hyper lentement. Donc tout ça, ça veut dire il est possible de transformer notre façon de réagir à la menace par des stimulations qui peuvent être très positives. Maintenant, en termes de réseau, ça peut correspondre à quoi ça? Ça, c'est une étude qu'on est en train de soumettre, que je suis soumettre, en train de réviser. Je suis censé finir de l'envoyer à un journal demain. Nous, on a manipulé la dopamine au niveau du colliculus. Alors, je ne vous ai pas mis toute l'histoire ici, c'est vraiment la partie très abrégée, là. Mais on s'est aperçu que notre colliculus, déjà des humains, oui, mais aussi des souris, avaient des petits récepteurs à la dopamine. La dopamine, c'est outre ce qu'on trouve dans les carrés de chocolat, et c'est très connu pour ça, donc un petit peu la molécule du plaisir, comme on dit, c'est aussi très utile dans l'apprentissage et la prédiction, ou plutôt la prévision d'un élément qui peut arriver, de quelque chose qui va pouvoir arriver, quelque chose qui peut être positif ou qui peut être négatif. C'est pratique pour la peur d'apprendre quelque chose qui peut être négatif et de savoir qu'il va arriver. Donc, d'abord, on a utilisé de l'optogénétique, etc. Mais là, ensuite, on a injecté directement de la dopamine dans le colliculus et on a donné une stimulation de looming, donc une stimulation qui va déclencher des comportements de peur à nos animaux. Et donc, on a mis, oui, je vous ai dit, on a mis de la dopamine, donc un agoniste de la dopamine, mais c'est l'équivalent, qui s'appelle du clinpyrrole. Et ce qu'on voit, c'est que la latence de fuite augmente énormément. Donc, les souris fuient beaucoup plus tard, et en plus, elles fuient beaucoup moins souvent aussi. Il y en a plein qui arrêtent de fuir. Donc là encore, on a réussi à diminuer, à amoindrir la réactivité à la menace. Et surtout, on est allé voir du côté du réseau. Et ce qu'on a vu, ça c'est en haut, grâce à des traceurs en fait, qui nous permettent de mettre en lumière le réseau qui part du colliculus, on a pu montrer que les neurones du colliculus qui avaient des récepteurs à la dopamine, donc étaient capables d'y réagir, en fait, c'est ceux qui projetaient très exactement sur nos structures qui relaient l'information à l'amygdale. Donc l'aire tegmentral ventrale que je vous ai présenté, ou le pulvinar, dans les deux cas que je vous ai présentés.
Et ensuite, qui envoie de la dopamine à notre colliculus? On a trouvé 5 grandes structures, dont l'aire tegmentrale ventrale d'ailleurs. En particulier une, c'est assez étonnant parce que on vient d'en parler, c'est le locus coeruleus, celle qui produit de la noradrénaline. Donc ce serait une structure qui serait capable un petit peu des deux côtés, soit de produire de la noradrénaline pour nous préparer et nous stresser, soit de nous produire de la dopamine qui pourrait potentiellement diminuer notre réaction à la menace. Voilà. Donc, pour conclure sur, sur ce micro-chapitre, oui, nos émotions peuvent optimiser nos sens, mais, alors quand je dis optimiser, c'est en termes de survie, justement, elles peuvent nous adapter au contexte, entre guillemets, mais ça, on commence tout juste à le comprendre, et puis il y a des grandes questions qu'on n'est pas encore capable de résoudre, du type, mais est-ce que ça change notre perception du monde? Et donc on voit quelque chose de différent, on ressent quelque chose de différent, ou est-ce que ça préactive les parties qui vont, une fois qu'on a vu quelque chose qui fait peur, qui vont nous faire avoir un comportement de peur? On n'en a aucune idée, probablement les deux. Mais là, pour le moment, en l'état de la technologie, on n'est pas capable de savoir. Euh, Quasiment la dernière partie, je dirais, on va voir rapidement la phylogénie de la peur instinctive. C'est-à-dire les différentes espèces, parce que je vous ai parlé tout le temps de la souris, mais si ça se trouve, tout ça, ça n'existe pas du tout chez l'humain, et on fait tout ça pour rien. Ce serait triste, ça ferait beaucoup de boulot pour rien. Mais en fait, on voit que déjà, on trouve exactement le même type de réseau, en moins complexe, mais chez le lamproie. Le lamproie, c'est une espèce de bestiole qui vit dans l'eau, qui ressemble beaucoup à un poisson, mais avec des dents assez horribles, et qui se collent aux poissons pour sucer leur sang, une espèce de vampire de l'eau. Ils ont un proto-colliculus supérieur qui également produit des réactions de peur et de freezing. Et malgré tout, on a quand même divergé du lamproie il y a environ 560 millions d'années. Si eux ont ces réseaux-là, c'est que probablement c'est assez ancien en réalité. On le voit aussi chez le poisson, on le voit évidemment chez la souris, et on le voit également chez le primate. En tout cas, c'est ce que je vais vous montrer là, assez brièvement. Pour le primate, on s'est posé deux questions. Est-ce que ces réseaux sont conservés et est-ce que leurs fonctions sont conservées? Et ensuite, on a un problème avec le primate. On fait partie des primates, donc la question est là. Les souris, elles ont un réseau qui est quand même un réseau de sensations qui est quand même vraiment dédié à l'olfaction, parce qu'elles aiment beaucoup renifler les choses et elles s'en sortent très bien avec cette modalité-là. Nous, on n'est pas très bon en olfaction, mais on est excellent en vision. Alors, comment ça se passe dans le réseau? Comment il s'est réorganisé pour correspondre aux sens qui sont dominants chez nous? Alors, pour ça, on a fait une petite expérience qui consiste ici à habituer un marmousset, un petit singe, à se mettre dans une boîte transparente ici. Ça a pris des semaines, des mois comme entraînement. Et ensuite, ici, il y a une petite porte qui l'amène dans son nid. En fait, voilà, il est très bien, il se met dans la boîte ici. Et tous les jours, on le mettait dans la boîte. Et ici, il y a un petit rideau qui cachait un serpent contrôlé par des câbles comme un marionnettiste. Et le jour J, le jour de l'expérience, on a relevé le cache, un petit peu comme un Jack in the Box là, qui sort de sa boîte, et on a manipulé notre serpent. Ce qu'on a remarqué, c'est assez évident, mais c'est que la stimulation fonctionne. Notre macaque, d'abord, notre marmousset, d'abord, il a sauté de surprise, et après, il est allé se planquer. Alors que sur un contrôle, il l'a regardé, puis il allait le voir. Ça, on voit très bien ça sur l'éthogramme, où là, en bleu, ça, c'est les deux animaux à qui on a fait peur. En bleu, c'est qu'ils sont vraiment flippés, et ils restent dans leur trou, à parfois sortir la tête juste pour voir si le serpent est toujours là, alors que le groupe contrôle, eux, ils restent toujours dans le vert, c'est-à-dire que tout va bien. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est ces comportements nous ont permis, notamment grâce à du Siphos et à des traceurs, je ne vous mets pas les images ici, en fait, d'observer la connectivité chez les macaques. Alors, on était centré autour de l'hypothalamus, mais ça nous a quand même permis d'avoir beaucoup de réponses pour le visuel. Et on voit que la connectivité est vraiment très, très proche entre le rongeur et le primate. C'est-à-dire que même les structures olfactives envoyaient quand même de l'information à nos structures émotionnelles. Et ça, c'était vraiment étonnant, parce qu'en fait, nos structures olfactives, elles envoyaient de l'information visuelle. Donc, il y avait de l'information visuelle qui transitait par des structures qui, normalement, ne sont pas censées faire transiter de l'information visuelle. Et qui sont d'ailleurs, comme on dit, vestigiales chez les primates. C'est-à-dire que théoriquement, elles ne servent pas à grand-chose. Donc, en gros, il y a un recyclage de notre réseau préexistant. Mais oui, on a des réseaux tout à fait similaires chez le marmousset.
Alors, j'ai pas dit, mais il y a d'autres études qui montreraient que chez les primates, il y aurait ce réseau qui va du colliculus jusqu'à l'amygdale en passant par le pulvinar et qui détecterait précisément les serpents. Et chez les humains, c'est possible qu'il y soit, mais c'est très dur d'aller explorer chez l'humain puisqu'on a juste l'IRM ou le EEG parfois. Enfin, c'est techniquement beaucoup plus dur. Donc pour conclure cette conclusion-là, cette pré-conclusion, bah, oui, on a trouvé, on a détecté pas mal le réseau liant vision et instinct de peur. En tout cas, amenant ici notre œil à un organe de détection qui est le colliculus, jusqu'à l'amygdale, qui est l'étincelle de la peur. Après, ça crée un état interne et ça crée un comportement, etc. Et oui, on sait maintenant qu'il peut y avoir un retour de l'état émotionnel vers nos systèmes de détection pour les moduler, les transformer. Mais tout ça, ça sert à quoi? Ça, c'est c'est la question qu'on peut se poser après, une fois après 1 heure de talk. Ça sert en fait, là, on a vu les fonctions écologiques, donc c'est-à-dire comment ça devrait marcher dans la nature, à quoi sert notre cerveau, mais ça agit aussi quand ce réseau fonctionne mal, on va avoir des troubles psychiatriques. C'est vraiment l'écologie et la psychiatrie, c'est les deux faces d'une même pièce. C'est écologique quand tout fonctionne bien et c'est psychiatrique quand ça commence à aller mal. Et on a des déficits de vision à émotion, en particulier le plus emblématique et qui est assez évident à comprendre une fois qu'on a vu tout ça, c'est les stress post-traumatiques. Dans un stress post-traumatique, les gens vont avoir des réactions complètement disproportionnées à des stimulations qui finalement ne devraient pas causer ça parce que le contexte ne le permet pas. Par exemple, un bruit d'arme à feu, alors que c'est qu'un jouet pour enfants dans un contexte où justement il y a des enfants partout, ou au contraire, dans un contexte neutre, des stimulations qui ne sont pas considérées comme des menaces vont pouvoir le devenir. Et là, on peut dire que le colliculus, justement, et ce réseau visio-émotionnel, mais aussi auditif et émotionnel, je n'ai pas parlé des autres sensorimodalités, vont pouvoir être activés. En même temps, c'est logique. Si nos réseaux sont, par exemple, saturés de noradrénaline, mais il y a d'autres neurotransmetteurs on va sûrement s'apercevoir qu'ils font le même travail, ils vont préparer notre réseau à recevoir une menace. Et ils vont très probablement transformer ce que ressentent les gens, donc l'aspect perceptif, et aussi renforcer le fait que, en fait, préactiver le réseau de la peur. Et donc, voilà, ça, c'est assez emblématique, le stress post-trauma, de ce qui peut se passer entre vision et émotion. De la même manière, on va pouvoir avoir une anxiété généralisée qui va pouvoir suractiver ces réseaux-là, ou de l'hyperactivité, on a vu que dans l'hyperactivité, on va avoir une captation de l'attention des enfants, notamment visuelle, une captation aussi émotionnelle. C'est exactement le travail du colliculus. Voilà. Donc, je pourrais m'arrêter là, mais je vais utiliser les dernières minutes qui me restent, non pas pour vous parler des autres sens, parce que ça fonctionne très bien pour les autres sens. On connaît très très bien les réseaux olfactifs vers les centres des émotions. On connaît pas mal les réseaux auditifs vers les centres des émotions. On connaît aussi la même chose pour la douleur. Bref, on commence à connaître le cerveau. Mais il y a une sensorimodalité dont personne ne parle jamais et sur laquelle je me suis mis à travailler il y a peu avec des collègues. Et pourquoi je vous en parle maintenant? Ça, c'est justement en rapport aussi avec l'ADDICT, que je vous présente aujourd'hui, enfin, avec l'association qui diffuse ces conférences. J'ai très envie de vous montrer ce qu'on se prépare à faire. Alors, on n'a pas des superbes résultats, on n'a rien d'extraordinaire à montrer, on n'a pas de réseau énorme à vous montrer, mais c'est pour vous faire partager ce qu'on est en train de construire. Et j'espère aussi que la DICT va pouvoir permettre ce genre d'échange, non pas avec ce qu'on a fait, mais avec ce qu'on prépare, avec ce qu'on essaye de faire et avoir un retour du public là-dessus. Donc, sur quoi est-ce ce qu'on s'est mis à travailler avec des collègues justement français à Marseille et à Caen depuis quelques temps, c'est sur l'équilibre, le système qui est dit vestibulaire. Donc ça, ce petit organe ici, ça c'est le labyrinthe, c'est dans l'oreille interne, et c'est un système sensoriel qui nous permet de comprendre la gravité, et donc de savoir où est le haut du bas, qui va fonctionner. Alors là, cet organe-là, lui, il ressent la gravité, mais dans notre cerveau, notre système vestibulaire en général
va prendre l'information de l'oreille interne, une information visuelle qui nous donne la verticalité du monde qu'on regarde, et une information proprioceptive, notamment avec les pieds, qui nous permettent de savoir qu'on est bien sur le sol, les pieds par terre. Voilà, et ça va contrôler notamment aussi le regard, puisque quand on bouge, ça va indiquer au regard comment est-ce qu'il faut suivre nos mouvements, des muscles, etc. Et ça aussi, c'est un système sensoriel qui est hyper conservé. C'est un des plus vieux que notre cerveau possède. Il a plusieurs centaines de millions d'années. Et ce qui est étonnant, c'est que il est relié à tout le cerveau. Ça, c'est l'avantage d'être ancien quand on est dans le cerveau, c'est que du coup, on connaît un peu tout le monde, hein. C'est un vieil organe. Mais surtout, ce qui est étonnant, c'est que personne n'en parle jamais. On parle toujours des 5 sens, on parle jamais de l'équilibre dedans. Et c'est un petit peu un sens abandonné. Et on a réalisé, bon alors, du coup, là, je vous dis, le système vestibulaire, il y a plein d'affections qui peuvent le toucher, et ça touche plein de monde, donc c'est quelque chose qui est d'intérêt public. Ça va toucher 35% des personnes de plus de 40 ans. J'y suis bientôt. Est-ce que je vais me retrouver dans ces 35%? C'est possible. Et ça va créer plein de problèmes comme des nystagmus, donc des problèmes oculaires, des problèmes de posture avec des chutes, et aussi des problèmes cognitifs. Et au niveau émotionnel, on s'est posé la question, quelle peut être la fonction écologique de ce système vestibulaire? Il est capable de voir la profondeur, il est capable de voir la verticalité, et il maintient notre posture. Donc on s'est dit, ça doit sûrement gérer la peur du vide, ce que visiblement les gens sur cette photo n'ont pas. Et chez la souris, on a même commencé à faire des travaux là-dessus. Donc là, c'est des travaux d'Anne Le Gall, qui a montré qu'il y avait en effet des répercussions. Là, c'est une souris qui n'a pas très envie de tomber d'une plateforme qui bouge un petit peu. Et ça pourrait passer par le système vestibulaire. Pour le moment, on n'en sait rien. Par contre, on a une petite preuve en plus, c'est qu'il y a des liens assez forts entre troubles vestibulaires et troubles psychiatriques. C'est-à-dire que des gens qui vont avoir des troubles, qui ont des troubles psychiatriques à la base, par exemple de l'anxiété, vont très facilement développer des troubles vestibulaires, et inversement, des gens qui acquièrent des troubles vestibulaires, donc des problèmes d'équilibre avec des chutes, etc., vont souvent développer des problèmes d'anxiété, de phobie ou de dépression. C'est pas évident de se dire que quelque chose de très physique et très sensorimoteur va pouvoir causer des problèmes d'anxiété. C'est pas forcément évident. Et surtout, on a réalisé, ça c'est ce que je vous disais, mais dans le cas de ce qui s'appelle les PPPD, donc les vertiges posturaux et perceptifs persistants, c'est une pathologie particulière. Les gens avaient peur de tomber, ils avaient de l'anxiété, ils évitaient de se déplacer, ils avaient des distorsions de leur sensorimotricité, enfin de leur sensorialité plutôt, de la phobie, etc. Et on s'est aperçu que ce qui marchait très très bien, c'était de la physiothérapie et des thérapies cognitives et comportementales. C'est-à-dire que plutôt alors évidemment, on les aide aussi à faire ce qui s'appelle de la réhabilitation vestibulaire, donc là, c'est avec des kinés vestibulaires qui aident les gens à se remettre dans le bon sens. On s'est aperçu que ce qui marchait tout aussi bien, c'était des thérapies qui sont théoriquement beaucoup plus basées sur l'émotion, la peur, l'anxiété, etc. Et avec ce constat-là, les cliniciens, qui eux ont des vraies données sur l'humain, viennent voir les chercheurs et leur disent, voilà, on a ça, on pense qu'il y a un lien, maintenant on fait quoi? On a commencé, donc là on a fait un modèle animal, et vous allez reconnaître un petit peu, on a fait de l'optogénétique dans de noyaux vestibulaires profonds, qui sont d'ailleurs vraiment la suite logique du colliculus. Le colliculus supérieur, ça transforme de la vision en action. Les noyaux vestibulaires profonds, ils transforment de l'équilibre, ils transforment de la gravité en action. Mais c'est la même chose. En stimulant, on a réussi à causer une perte d'équilibre chez les souris. Et une perte d'équilibre, alors là, je ne fais pas le détail parce que ça y est, j'ai passé l'heure, c'est bon. Ça ressemble beaucoup à ce dont les patients souffrent. Voilà. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on a la technique, on sait comment faire pour aller stimuler le noyau vestibulaire. Il ne nous reste plus qu'à aller analyser le réseau. Et toute l'idée est là. Maintenant, on veut passer de nos noyaux vestibulaires ou de notre organe vestibulaire jusqu'aux émotions. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir tout recommencer à zéro. Tout ce que je vous ai montré depuis 1 heure et qui va de l'œil jusqu'à l'émotion,
On est en train déjà, avec des collègues, on a bien avancé, ce sera pour le futur, pendant quelques années, on a déjà commencé à voir comment est-ce que notre vestibule, comment notre équilibre pouvait créer des émotions et comment nos émotions pouvaient transformer la façon dont on s'équilibre. Alors là, on a plein de choses à faire. On a commencé déjà 3 types de travaux. Les cartographier et comprendre comment ça fonctionne, ça c'est ce que je vous ai montré. Développer de nouveaux outils pour étudier ça aussi chez l'humain, parce qu'il n'y a pas que la souris dans la vie. Et évidemment, aider les patients et se servir de toutes ces données pour aider les patients. Et voilà, ça c'est toutes les personnes avec qui j'ai été très heureux de travailler en Chine, ailleurs et en France, de gauche à droite. Voilà.